dans le vide. Une chose toute bête, la lutte contre les discriminations, le texte du PS le précise d'ailleurs, ça coûte rien. C'est juste une question de courage politique. Parce qu'évidemment, de courage politique. Là, dans le texte, il y a la question de l'enquête. On va faire une enquête, on va photographier les discriminations. Maintenant, je serai plus sévère sur la question de quelle politique concrètement contre les discriminations. Et d'ailleurs, sur la question de l'enquête, moi j'ai lu aussi le même document, j'arrive pas toujours à connaître la position, c'est-à-dire ils disent qu'il faut enquêter, mais avec quels outils, ce qui repose la question de la mesure. De toute façon, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de ce débat. Juste avant de donner la parole à la salle, parce qu'on est en retard, le Parti Socialiste a été très interpellé. Alors je voudrais juste, chacun nous 2 minutes de réponse par rapport à cette absence de pensée et de réflexion de la question minorité-diversité dans ce parti. Alice Soumaré, peut-être, ou Georges Poulain. C'est d'ailleurs la vraie question, effectivement. Moi, j'aime assez bien l'approche qui consiste à poser les choses sur 2 pieds. Donc il y a la question d'ordre social et la question identitaire. Et bien souvent, y compris aux partialistes, on oppose un peu les questions et qu'on préfère, évidemment, c'est plus simple de parler de la question sociale, ça parle à tout le monde, et parler de la question identitaire, puisque c'est comme ça qu'il faut le poser, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, là-dessus, le partialiste fait très bien d'inviter François à cette question-là, parce qu'on n'a pas forcément de réponse. Enfin, moi, j'ai pas de réponse particulière. Si on aborde la question sociale, évidemment, on peut décliner un certain nombre de mesures. Quand on aborde la question identitaire, on voit bien que déjà, y compris dans le postulat que vous avez quand vous posez les questions, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un tabou? Parce que moi, en préparant ce débat, je suis plongé dans son livre et vous dites clairement qu'il y a une gêne par rapport à la question de la religion vis-à-vis de vous. Ça, c'est du vécu. Hein. Vous dites clairement que certains responsables socialistes, il y a un problème de compréhension. Si vous voulez, est-ce que sur toutes les questions ethno-culturelles, il n'y a pas un non-dit? Bien sûr, enfin, il y a ou des non-dits à l'intérieur du parti. C'est pas qu'il y a des non-dits, c'est qu'aujourd'hui, on a considéré, je le dis très tranquillement, il y a eu la marche pour l'égalité en 81, et donc on a abordé un certain nombre de questions en disant, oui, en 82, 81, c'est la victoire de la gauche, il faut laisser le temps quand même. C'est parce que tu prends l'avantage de l'âge sur toi. Il n'était pas né. Je n'étais pas né. Merci pour la... Donc la marche, vous l'avez compris. En tout cas, il y a eu cette question-là, et on a dit, je la fais simple, sans caricature, même si j'étais pas né, on leur a dit, voilà, on va aborder ces questions-là, mais bon, globalement, il ne faut pas quand même dire que vous êtes de confession musulmane, il ne faut pas assumer, faut pas assumer un certain nombre de questions pour ceux qui ont d'autres aspects. On va aborder les questions sociales, et ça a été très bien dit tout à l'heure par M. Turner. Voilà. On va aborder la question sociale et on n'aborde pas le reste parce que le reste c'est du complot, c'est contraire au modèle républicain français, c'est contraire, et vous avez dit vous aussi, aux idéaux de laïcité, de république des socialistes. Et donc du coup il y a toute une génération de gens qui presque se sont construits en rasant les murs sur cette question. Donc de fait, moi quand je le pose aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul, parce qu'il faut quand même rendre à César, quand on le pose aujourd'hui, parce que c'est une question générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une génération, donc je suis de 80, il y a cette génération-là aujourd'hui qui considère, qui n'a pas forcément vécu les choses de la même manière, mais qui est beaucoup plus décomplexée par rapport à cette question-là. Et à côté, on a effectivement une France qui est vraiment en retard sur ces questions-là, avec un certain nombre de préjugés, très clairement, le fait d'être confession musulmane, c'est une anecdote encore, mais ce que ma vie est remplie d'anecdotes. Il y a une dame, pendant la campagne, donc la campagne avait lieu, je crois que c'est la campagne, oui, en tout cas il y avait eu le ramadan. C'était avant, c'est dire que c'était bien avant la campagne, mais en tout cas elle sort une lettre qu'elle envoie à mon maire et qu'elle envoie à un certain nombre de personnes, où en fait je sors de la mosquée, donc c'est une photo, je crois que je parle avec un barbu, en sortant de la mosquée, donc première confidence, il m'arrive d'aller à la mosquée, mais elle écrit cette lettre-là, en ayant, parce que à la limite c'est intéressant sur un plan psychologique à 2 balles de mesurer ça, parce que c'est vraiment intéressant, elle écrit presque en disant j'ai un scoop. Aux élus, j'ai un scoop, elle écrit au sous-préfet, voilà, celui qu'on présente comme étant, parce qu'il y a eu ces histoires de cas judiciaires, d'accord, ok, on peut ne pas croire en tout ça, mais là, voilà, moi j'ai une photo, je vous l'envoie, et voilà, il sort de la mosquée, il parlait avec un barbu, et je pourrais la ressortir cette lettre-là. Mais ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est finalement, c'est assez révélateur, c'est-à-dire que, de l'état encore aujourd'hui de cette question-là, parce qu'elle considère qu'aujourd'hui, le fait que je sois candidat et que je sois prévu de la République,
me confère un espèce de truc consiste à dire que je ne devrais pas être à la mosquée parce que la mosquée est égale terrorisme, est égale à un certain nombre de clichés. Donc c'est tous ces clichés-là qui alimentent, entre guillemets, le discours sur les religions, parce que, je veux dire, quand on est de confession catholique, c'est moins violent que d'être de confession musulmane. Donc c'est bien, à un moment donné, un rapport qu'on a à un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas dire qu'on est de confession, quand on est élu de la République. Donc c'est dire qu'il y a un problème et qu'il y a une vraie question à aborder. Alors, je ne vais pas faire trop long, parce que sinon on va encore accuser les socialistes de monopoliser la parole. Mais rien que ça, c'est tout un débat. Mais oui, il y a effectivement une vraie question et un vrai retard par rapport à cette question-là, parce qu'aujourd'hui, je le dis dans le livre, merci de l'avoir lu, aujourd'hui, y compris dans ma famille politique, des fois on m'a dit, quand on a appris que j'étais musulman... Oui, les gens disent Ali est bien, mais il est musulman pratiquant au sein du Parti Socialiste. Excusez-moi, juste avant de passer la parole, je me rends compte qu'il fallait bien que le droit soit aussi là. Ça devient un débat Parti Socialiste, en fait. Donc du coup, c'est intéressant de voir qu'au sein du Parti Socialiste, ce débat se tient. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour que vous, les politiques, encore, on a essayé d'avoir des... comment on dit, des autochtones. On a essayé d'avoir des autochtones, ils ont trouvé que ce n'était pas intéressant. Si je peux me permettre, parce que justement sur la question de la diversité, moi je veux bien qu'on donne un bon point à Nicolas Sarkozy, notamment sur le fait d'avoir désigné, mais si c'est pour justifier le pire en matière de politique, ou en matière de discours politique, le discours de Dakar, parce que Ramayad, on peut la nommer, mais Ramayad, ça fait 8 ans qu'elle est française et qu'elle est d'origine sénégalaise. Et quand on insulte ses ancêtres en disant que finalement l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, quand on illustre la délinquance juvénile dans des sites de l'UMP par des Noirs et des Arabes, c'est dire que moi je veux bien qu'on soit nous, le Parti socialiste, en retard sur cette question-là, mais si, parce que c'est ça la stratégie de Nicolas Sarkozy, en tout cas ça n'engage que moi, globalement c'est d'avoir mis de l'affichage, ça a été dit tout à l'heure, pour ensuite pouvoir dire le pire sur ces populations-là. Et ça, je considère que c'est inacceptable. On doit pouvoir tenir compte de ces symboles-là, mais ça... La vraie question, c'est que si on en est à ce que Nicolas Sarkozy puisse en faire symbole, quelque part, c'est à cause de l'incapacité de la gauche à avancer. Je pose la question. Non, mais je vais laisser... Je pense qu'effectivement... Moi, je pense que vous êtes jeune, donc forcément impatient. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Je crois qu'il faut vous rendre compte du chemin parcouru. Parce que lorsque moi c'est des sujets sur lesquels je me bats depuis 30 ans. Et au début, on s'est battu d'abord pour quoi? On s'est d'abord battu pour dire, vous savez, les étrangers, ça serait normal qu'ils votent. Moi, j'ai participé à des bureaux de vote où quand une bonne femme arrivait avec foulard sur la tête pour voter, il y avait des assesseurs qui la regardaient avec un mépris absolu. Bon. Donc, on s'est d'abord battu. Aujourd'hui, ça ne vous semble rien. Mais déjà, pour avoir des conseillers municipaux issus de la diversité, comme on disait à l'époque, c'était déjà quelque chose. Ensuite, l'échelon régional. Quand je suis arrivée à la région en 92, c'est pareil, ça n'existait pas. Donc si vous voulez, vous, à votre niveau, ça vous semble un petit peu la dégoût de chez moi, mais chaque étape a été une lutte. Et je crois qu'il faut que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, vous vous dites, vous avez encore, vous, à votre tour, à prendre votre place et à vous battre pour aller plus loin. Pour aller, effectivement, pour que la prochaine fois, il y ait davantage de députés qui soient issus de la diversité, pour qu'il y ait plus de ministres et de présidents de la République issus de la diversité. Mais je crois que dans la vie, si on veut marcher sans se casser la figure, on ne met un pas devant l'autre. Et le fait, c'est pas parce qu'on est allé plus loin qu'il faut dire aujourd'hui c'est rien que d'avoir fait les pas précédents. Je crois que ça, c'est quand même assez important à dire. Et par ailleurs, encore une fois, dites pas toujours le Parti Socialiste. Je pense qu'il y a quelque chose qui concerne la société française, et si vous prenez la droite, si vous prenez même les autres partis de gauche, moi je ne suis pas persuadée que parmi les élus écologistes ou communistes, il y ait tellement plus de diversité que chez les socialistes. Donc si vous voulez, dites-moi, et je suis d'accord, que la société française n'a pas avancé suffisamment vite sur le sujet, mais moi je suis tellement d'accord que je me bats dessus, et que souvent, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment d'être un peu à contre-courant de l'opinion générale. Mais si on n'est pas à un moment à contre-courant de l'opinion générale, on ne peut pas faire avancer les choses. C'est pour ça que des points comme cette convention égalité réelle, qui pour vous n'est pas encore suffisante, moi qui ai vécu une campagne électorale où tous les jours on me traitait de communautariste, je vous dis que entendre ça et entendre dire, voir écrit
ce qui est écrit là par le Parti socialiste. Moi, je vois plutôt le chemin parcouru. Mais c'est comme ça dans la vie, vous savez. Soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre. Moi, je me dis que là où nous en sommes, ça signifie qu'on a compris que notre société, aujourd'hui en France, a changé, qu'elle est vraiment multiculturelle, mais qu'il nous appartient aussi à nous de prendre notre place dans cette société. Quand moi j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de gens pour qui l'essentiel c'est de dire, ce qui était en quelque sorte, qui avait de la prestigieux, était de dire, bon moi je suis pour l'indépendance, je suis pour la rupture, etc. Vous voyez comme la presse française a tressé les couronnes au leader de la contestation en Guadeloupe, qui s'appelait... bon. Et si vous voulez, pour eux, le seul homme politique estimable et admirable en Guadeloupe, c'était ce jeune homme qui se battait, d'ailleurs au démarrage, pour l'égalité sociale. Bon. Et on l'a considéré comme un leader politique, comme s'il était le nouveau Che Guevara des Antilles. Mais lorsque la population consultée a mis massivement en tête au premier tour Lurel, qui a un discours politique et social, socialiste d'ailleurs, mais tout à fait différent, la presse n'en a rien dit. C'était pas intéressant. Le mec prestigieux, c'est Robin des Bois. Oui. Elie de Mota. Elie de Mota, oui, le leader de la contestation contre la profitation. On nous presse de libérer la salle. Ahmed El Khatib, j'aimerais bien, avant de donner la parole à la salle, vous avez tout à l'heure décrit qu'en Belgique, il y a de vrais acquis. Maintenant, c'est quoi les dynamiques? On va vers quoi? Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une avancée assez significative, intéressante, et il y a encore beaucoup de problèmes. Tout ce qui a été décrit, notamment par le sociologue tout à l'heure, sur la problématique du chômage des jeunes issus d'immigration, etc., il est réel aussi là-bas. Mais nous avons, je dirais, plus de potentialité, de légitimité pour nous battre sur ces terrains-là et nous faire entendre. Alors, je voudrais revenir sur, parce que vous semblez tout reprocher, vous reprochez beaucoup de choses aux partis politiques et surtout aux partis qui en fait le plus. Et là, je ne voudrais pas défendre parce qu'ils se défendent très bien tout seuls, les camarades socialistes français, mais je pense qu'il ne faut pas tout attendre des partis politiques. Un parti politique, c'est un appareil qui doit vivre, qui doit gagner, qui doit avancer, qui a besoin de comptabilité politique, etc. Il faut que le monde associatif, et malheureusement, comme le disait encore, ça c'est le deuxième point, notre ami Gourchef, il est un peu essoufflé pour le moment, le mouvement associatif. Et je parle en connaissance de cause, moi avant de faire la politique, j'ai à la fois été militant pendant plus de 20 ans, et aussi travailleur social professionnel pendant ces 20 ans avant de faire de la politique. Et je sais ô combien est important et fondamental ce travail associatif dans les quartiers, avec les gens, avec les familles. Comment on peut développer des armes de guerre pacifiques pour conquérir la participation. Rien ne se donne. Il ne faut pas attendre que les partis politiques donnent un truc sur une assiette. Je ne sais pas qui a parlé. C'était vous, je crois. Vous aviez dit, ben voilà, venez, on vous donne une place. Moi, je ne me bats pas, et nous sommes nombreux d'ailleurs à le dire, en tout cas à Bruxelles et en Belgique, je ne me bats pas pour quelqu'un parce qu'il est africain, parce qu'il est maghrébin, parce qu'il est turc, parce qu'il est chinois, devienne ministre ou devienne... Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens puissent, dans cette diversité, d'abord avoir les mêmes outils que ceux qu'on appelle les privilégiés entre guillemets, pour pouvoir conquérir le pouvoir, et aussi participer, et aussi jouer le rôle de citoyens responsables qui s'occupent pas uniquement des affaires de diversité. Et ça c'est très important, je voudrais le souligner. La plupart de ceux qui sont élus chez nous, il y a 2 ministres, je n'avais pas parlé de ministre tout à l'heure, issus de la diversité, ne s'occupent pas exclusivement des affaires de diversité. Nous avons un ministre de la Culture en Communauté française, qui est d'origine maghrébine, qui parle très peu de tout ce qui est migration, diversité, etc. Mais il intègre tout ça dans son travail quotidien, parce qu'on travaille pour tout le monde. Et je pense que la démarche, me semble-t-il, la plus intéressante, c'est celle-là, c'est de pouvoir agir comme citoyen et sur la diversité, certes, mais agir pour l'ensemble, de manière à faire reconnaître cette identité multiple qui travaille pour tous, qui ne travaille pas uniquement pour une communauté. Voilà. Reconnaître l'identité multiple. Je vais donner la parole à la salle. Il y a des questions. Je vais en prendre 3, 4. Brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on nous presse de libérer la salle.
Le micro au fond. Oui. Allô, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un message que Ali et Georges et les autres, vous ne passez pas assez dans la diversité et dans la communauté, c'est que vous n'êtes pas arrivé là sans travailler. Donc, moi, je vous pose des questions aux jeunes. Est-ce que vous savez pourquoi il est là? Ils ont l'impression que c'est une place gratuite. Hein. Donc, si vous ne leur dites pas qu'il faut travailler et que vous travaillez, ben, il faut refuser la médiocrité. Et il faut refuser la médiocrité. Tous les enfants, bon, vous leur posez la question, ben, vous avez vu Ramayad, ah oui, ils sont contents, mais ils ne savent pas comment on peut arriver là-bas. Donc, il faut leur dire, c'est un message qu'il faut passer en parlant de la diversité ou de la discrimination. Le seul mot qu'on peut avoir en face de tout ça, c'est le travail. Travaillons donc. La prochaine question. Merci. Je remercie les représentants du Parti Socialiste, Madame Paul Angevin et puis Michel Soumaré. Et je les félicite pour toute l'action qu'ils mettent en place pour la représentation de la diversité au sein du Parti Socialiste et puis dans le monde politique. Et c'est un combat que moi-même je mène aussi à Nanterre. Et donc, je veux dire que sur ce combat-là, il y a un discours anti-communautariste chaque fois qu'on mène ce combat. Et ce discours, il est tellement subtil qu'il prétend que ceux qui luttent pour la diversité sont pour le communautarisme. Alors que, à mon avis, le communautarisme est entretenu par le conservatisme et l'exclusion. Le fait d'exclure d'autres qui sont de la diversité crée déjà une forme de communautarisme qui oblige ceux qui sont exclus à s'organiser pour pouvoir occuper le terrain. Donc, moi, je voulais dire ça. Et puis, je voulais faire allusion, deuxième point, excusez-moi, deuxième point. J'espère que ça va pas être long. Voilà, on a parlé des Français, on a parlé des Européens, il faut parler des non-communautaires aussi. Parce que la semaine qui vient de passer, ça a été la semaine de la lutte, de la campagne pour le vote des étrangers en France. Et cela aussi participe aux activités, au dynamisme de la communauté française et les directives européennes sont claires là-dessus. Ces résidents peuvent participer et être élus et voter aux élections locales. Merci. Donc, merci je voulais beaucoup. poser la question. Merci beaucoup. Franchement, il faut donner on est en démocratie. Bon, voilà, la démocratie, je m'arrête là, là, mais je voudrais connaître le point de vue de Madame. C'est une très bonne question, le peuple des étrangers, parce que le Parti socialiste, le premier depuis 30 ans, il ne fait pas. C'est un constat. Devant, allez-y, après M. Gassama. Je vous remercie et je tenais moi tout simplement parce que je suis là depuis le début de l'après-midi, j'ai beaucoup écouté. Mais je pose tout simplement une seule question. Parce que moi-même, je suis d'origine étrangère. J'ai passé plus de temps en France que j'ai passé dans mon propre pays. Parce que je suis arrivé ici très jeune. Est-ce que la France est prête? C'est la question que je me pose après 40 années de vie en France, à faire face à son histoire. Le vrai problème est là. Ok. Prochaine question, devant. Et enfin, on finit par monsieur. Alors, je vais être très très rapide. Donc, pour le Gassama, madame, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Ouais, effectivement, je pense que c'est une question fondamentale, la question de l'histoire. Est-ce que la France va se réconcilier avec son histoire? Je pense que c'est une question qui n'a pas été encore résolue. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler là-dessus. On a beaucoup parlé de lutte contre les discriminations, et c'est vrai que c'est un fait avéré. Les personnes, on en a parlé toute l'après-midi. Maintenant, j'aimerais qu'on aille peut-être un peu plus loin et de parler des luttes pour les inclusions. Ça change, je pense, totalement la perception que les politiques on peut mener envers justement toutes ces personnes dont on parle, et surtout la jeunesse. Donc de parler de lutte pour et de pas parler de lutte contre. C'est déjà une approche positive. Et se dire,
Je veux lutter pour l'inclusion sociale, je veux lutter pour l'inclusion économique, et je vais lutter pour, parce que effectivement le thème ici c'est Marianne, lutter pour l'inclusion républicaine. Vous parlez aux jeunes de cette façon-là, peut-être que son approche et sa perception de la politique qu'on va lui proposer va différer de, je dirais, 30 ans de lutte contre la discrimination. Je ne dis pas ici qu'il faut nier le fait discriminatoire, je dis peut-être qu'il faut apporter une nouvelle politique. Et c'est là où je pense que nous, on doit travailler au sein du Parti Socialiste pour... La toute dernière question, à gauche. À gauche, oui. Merci. C'est l'après-midi de la gauche. Moi, je fais partie de la génération de 1960. C'est pas le culte de la gérontocratie. Le professeur d'histoire a sorti, il a fait une citation d'Aimé Césaire. De notre temps, M. Hamel ne sortirait pas de cette salle. Le débat sera, quand on dit qu'il ne sortira pas de la salle, ce n'est pas la bagarre. Moi, j'ai été au Parti communiste. Et j'en suis jusqu'à présent. Membre de l'UNEF, membre de la FEAF. Mais le débat que je ne comprends pas aujourd'hui, auprès de mes enfants, j'ai 73 ans. Si vous réclamez que vous êtes français, le professeur a cité une citation d'Aimé Césaire. À la FEAF, nous l'avons combattu. Soit vous êtes français, soit vous êtes colonisé. Et ça s'arrête là. On pose la question au Parti Socialiste. Mais de quel droit? Ou bien vous êtes français et vous êtes républicain. Lisez les textes de la République. Lisez Platon. Quand on dit ça, on nous dit, mais ça c'est de l'intellectualisme, etc., etc. Quand M. Moscovici, le sociologue, en fait, tout à l'heure a parlé de statistiques, l'animateur lui a prouvé le bec, que ça c'est de l'histoire, et tout ça. Mais quoi? Allez voir sur le fronton de l'école primaire de Saint-Denis, de l'instruction née à la grandeur des nations. Sur le fronton de l'université de Dakar, vous lirez Lux Meamex. Le député, il doit comprendre le latin. Que la lumière soit. La question est de savoir, ou bien vous êtes français, et vous vous bagarrez comme Marx vous a enseigné. À chacun son travail selon ses besoins. Vous voulez être français, vous vous bagarrez, vous faites valoir. N'attendez pas. Regardez Sarkozy. Deuxième génération. Il paraît que même son père n'avait pas la nationalité française. Il avait tout dernièrement. Et vous vous bagarrez pour dire français machin, français ceci. Ou vous êtes français, vous vous bagarrez. Nous, en 1967, nous avons renié la nationalité française. La bataille, donc, sur cette note d'exhortation. C'est-à-dire que vous faites de la myopie politique, ça. On est obligé d'avancer, il faut les permettre de... C'est de la myopie politique. Étudiez les textes. On a compris. Les textes sont clairs et nets. On a compris. Il faudrait qu'on puisse prendre le temps de répondre très rapidement. Juste oui. un petit mot, parce qu'on a parlé du Parti Socialiste, et sur les interventions des élus du Parti Socialiste qui sont présents cet après-midi, pour, si j'ose dire, corriger ou rétablir la vérité. Nous avons invité dans le panel Madame Ramayad, ancienne secrétaire d'État, qui s'est désistée malheureusement au dernier moment, mais je dois la vérité de dire qu'elle a souvent répondu présent aux activités de l'association Marianne et moi, pour que au moins ça se soit rétabli. D'accord, et je dois préciser, parce qu'on me reproche un peu d'être en pourru avec le Parti Socialiste, je ne peux poser des questions et mettre en cause que ceux qui sont là. Alors, qui va répondre en premier, il y a beaucoup de questions, très importantes. François? À Athènes, je réponds à la question. À Athènes, il y avait trois catégories exclues de la citoyenneté. Il y avait les esclaves, il y avait les femmes et il y avait les métèques, les étrangers. Depuis 1848, en France, les esclaves sont plus esclaves et sont citoyens. Les femmes, depuis 1945, ont le droit de vote. Mais on rappelle que jusqu'en 1945, on appelait suffrage universel un suffrage qui était masculin. Aujourd'hui, on appelle suffrage universel un suffrage qui est national. Le suffrage n'est pas universel, il est national, mais il est ouvert quand même aux communautaires, aux élections locales. Je pense que le XXIe siècle, il serait logique qu'on passe évidemment à un suffrage universel, ce qui ouvrirait beaucoup de perspectives pour le monde, détacher la nationalité de la citoyenneté. C'était d'ailleurs en 1793, on rappelle, la Constitution de 1793 le prévoyait. Vous pouviez être allemand à Paris,
vous occupiez d'un vieillard, vous vous occupiez d'un enfant, et donc vous étiez citoyen. Hein, vous pouviez avoir accès aux droits politiques. Et c'est peut-être l'utopie du XXIe siècle, et une utopie peut-être pas tellement utopique. Nous, on pense chez les pluricitoyens qu'on ne va pas faire des progrès de la démocratie monde par les institutions internationales. Pourquoi? Parce que les institutions internationales, elles sont le lieu de rencontre des intérêts nationaux. Nicolas Sarkozy ou Barack Obama, on n'aura pas de président américain plus ouvert aux questions du monde, sauf que la question, c'est qu'il est, lui, l'émanation d'une souveraineté qui est une souveraineté démocratique nationale. Donc si on ne passe pas par les peuples, hein, on n'y arrivera pas. Et imaginez un suffrage universel, ça veut dire que si tous les étrangers pouvaient voter dans tous les pays du monde, on aurait dans la prise en compte de l'échelle de décision publique le sort du Sahel quand on est président américain, là, concrètement, parce qu'on sait que sa réélection à ce moment-là serait dépendante de ce sujet-là. La question de l'histoire, elle est... Oui, je pense que c'est très intéressant, mais je pense qu'on va être obligé que chacun conclue en 1 minute, sinon on est expulsé de la salle, ce qu'on vient de me dire, et on continue le débat au cocktail. Une conclusion, Ahmed El Kitibi. Oui, sur le droit de vote, parce que je vois que beaucoup de gens en parlent. Pour moi, c'est pas la panacée, franchement. Parce que quand je regarde, mais c'est beau, hein, c'est bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça reste en tête? Non, mais il faut être réaliste aussi. Il faut choisir l'utopie sur le long terme, mais il faut être réaliste sur le combat du moment. C'est très important. En Belgique, il y a eu des mouvements qui se sont battus, et j'en ai fait partie pendant les années 70, 80, qui n'ont abouti à rien. Finalement, on a un droit de vote au niveau local, donc c'est vraiment stigmatisant et très limité. On l'a eu en 2002 et il n'est entré en application qu'en 2006. Imaginez, 30 ans pour arriver à ça. Beaucoup d'associations, dont moi j'ai fait partie aussi, dès les années 80, on a milité pour que les gens prennent la nationalité. Parce qu'on estime que c'est très important. Il ne faut pas la négliger. C'est un droit. Prendre la nationalité, et puis, comme le droit de voter, enfin le vote est obligatoire, de fait, on devient citoyen votant. C'est vraiment fondamental. Monsieur, vous êtes belge. Moi, j'ai des amis belges. Je suis content qu'ils puissent voter aux élections municipales dans mon pays. J'ai aussi des amis sénégalais et dont les arrière-grands-parents se sont battus avec mon arrière-grand-parent dans les mêmes tranchées. Donc, non, c'est pas l'un ou l'autre. Je me réjouis que les Belges puissent voter dans mon pays. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez être solidaires quand je dis que les Sénégalais puissent voter dans mon pays, parce que les Sénégalais ont donné leur vie pour que je puisse être libre aujourd'hui. On va finir le débat tout à l'heure. Georges-Paul Langevin sur le vote des étrangers, qui est dans le programme du Parti Socialiste. Voilà, ça fait déjà un certain nombre d'années que le Parti Socialiste a dit qu'il était pour. Régulièrement, il y a une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée, qui est votée par les députés socialistes sur ce point et qui n'a pas plus loin. L'an dernier encore, nous avons représenté cette proposition de loi que la droite ne veut jamais voter. Mais pourquoi ne l'avoir pas voté quand vous étiez en majorité? Pour une raison très simple, c'est que l'Assemblée nationale avait la majorité de gauche et a donc voté, je vous le redis une fois de plus, puisque vous n'avez pas compris, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Le problème est que le Sénat avait une majorité de droite, et que par conséquent, le Sénat n'a pas voulu prendre ce texte. Donc, si vous voulez, là, nous avons, comme M. Sarkozy a dit qu'il était d'accord, nous avons reproposé ce texte, et malheureusement, nous, on l'a voté, mais on n'a pas eu la majorité, puisque la droite n'a pas été d'accord. Ceci dit, moi, je suis aussi, comme mon voisin, je me dis, c'est important que les étrangers votent, mais ce serait aussi important que beaucoup de gens qui ont la nationalité française, qui vivent dans ce pays, puissent exercer réellement le droit de vote et d'éligibilité. S'agissant d'histoire, c'est vrai, il est important que cette histoire soit connue. C'est la raison pour laquelle, durant longtemps, j'ai fait partie des mouvements qui se sont battus concernant le fait de la reconnaissance de l'esclavage, que les grandes dates de l'esclavage soient présentes dans la mémoire de M. Forcette de Tout-le-Monde, et par exemple la je pense, etc. Bon. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, une fois que les grandes dates de l'histoire sont connues, il me semble qu'il est important aussi que nous puissions nous projeter dans la lutte pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Parce que le passé a été souvent conflictuel et douloureux, mais enfin, le résultat concret, c'est qu'on est tous là, on est tous français, et par conséquent, à partir de là, comment on fait pour prendre notre place dans la société française aujourd'hui? C'est ça qui, pour moi, est le combat essentiel. Le dernier mot à Annie Soumaré. Sur le droit de vote des étrangers, j'ai un
ma voisine, puisque c'est une ancienne proche de Jospin. Je pense que Jospin n'était pas complètement chaud, il faut dire les choses clairement. Je pense que là-dessus, on a fait l'autocritique au PS. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait et qu'on a dit qu'on allait faire. Il y a plein de choses sur lesquelles on s'est trompé. Et la preuve, c'est qu'on perd les élections nationales depuis un moment. Donc c'est pas pour rien si on perd un certain nombre d'élections. Je ne dis pas que c'est uniquement pour ça, mais c'est dire qu'effectivement, on a fait des erreurs. Et qu'on s'est tellement dit d'ailleurs qu'on a fait des erreurs qu'à un moment donné, on nous a accusés de nous diviser, de nous prendre la tête et de ne pas parler du présent. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Moi, je crois que le débat de ce soir, c'est une question qui est éminemment intéressante. Ce que je retiens, c'est qu'il y a encore un vrai travail à faire. J'aime bien, moi, cette idée de regarder les choses sur deux pieds, au moins, en tout cas sur la question identitaire et sur la question d'ordre social. Je finirai puisque je vais finir, je crois que je serai le dernier à parler sur une citation qui peut illustrer un peu ce qui me paraît important, c'est les symboles et l'action. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait une action sans vision, c'est du temps perdu, une vision sans action, c'est de l'utopie. Et donc, une vision suivie d'action peut changer le monde. Donc, je pense que c'est à partir de là. Mandela disait aussi tout ce qui se fera sans nous se fera contre nous. Je laisse Romuald, le chef, conclure. Oui, alors je vais rapidement, ce sera la conclusion, je vais appeler Yves Madiba. Il va vous présenter la BD parce que vous avez vu la BD circuler. Vraiment, ça sera rapide en 2 minutes. En fait, c'est lui l'illustrateur de cette BD. Donc, pour nous, un outil important qui va permettre, voilà, tout à fait, c'est bien de la présenter comme ça pour que, voilà, vous l'avez, cette BD-là, oui, surtout, voilà, que M. Soumaré la présente encore, voilà. Ce sera un outil pour sensibiliser les jeunes, justement, à ceux qui s'approprient les espaces institutionnels. Mais rapidement, je passe la parole à l'illustrateur, deux mots juste, voilà, pour qu'on sache que c'est bien lui qui a fait ces dessins. Donc, en 2 mots, bonjour. Une chose, j'ai été convié à participer à cette expérience par Romuald. C'était un challenge intéressant, un défi intéressant qui, par le principe même de la BD qui consiste à d'abord voir, regarder, observer, étudier, discuter et ensuite mettre sur papier ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage-là. J'espère que je l'ai bien traduit, j'espère que j'ai bien traduit quelques aspirations des jeunes avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu vivre, quelques expériences à travers Marielle et moi. C'est tout. Merci. Merci. Je vais dire encore merci à tous ceux qui ont pu se déplacer avec ce temps, voilà, ce temps particulier, à nos intervenants venir de Belgique pour participer à cette expérience. Merci. Merci à Ali, merci à Madame Bertrand, merci à François qui nous suit depuis. Donc Ali, c'est grâce à François que nous avons. Oui, le monde ne nous aime pas encore. Ils trouvent que nous ne sommes pas. Non, mais ça s'est joué sur des critères physiques. Voilà. C'est beaucoup plus beau. Nous vous invitons, il y a un petit mot. Alors, bonjour Alix Soumaré. Bonjour. Vous venez de prendre la parole lors de ce. C'était un colloque ou c'était. Oui, c'est un colloque avec plusieurs thématiques et donc nous on a abordé la question des freins, si on peut dire ça comme ça, quand on est jeune et des quartiers en politique. Alors, à un moment, j'ai noté une petite. Vous n'étiez pas d'accord avec l'homme politique belge sur le fait qu'apparemment il faudrait être noir pour pouvoir défendre les noirs, lui ou blanc pour défendre les blancs. Ah non, c'était pas le désaccord parce que moi j'ai considéré qu'il y a évidemment une question des discriminations qui est présente dans la société française, mais qu'il fallait la contextualiser. Et quand je dis la contextualiser, c'est aussi intégrer surtout cette dimension sociale et pas considérer que c'est uniquement une question de couleur de peau, même si évidemment il y a cet aspect-là. Et j'ai tendance à penser, et je le pense vraiment fortement d'ailleurs de plus en plus, qu'on fait une erreur que de ne pas intégrer la dimension sociale. Et d'ailleurs, on est assez tombé d'accord sur le fait il y a la dimension symbolique et la dimension identitaire, le fait qu'il y ait un Héros Mag à la télé, le fait qu'il y ait effectivement des gens qui ressemblent plus à la population, mais le fait qu'à un moment donné, il y a des questions qui sont d'ordre social et qu'il faut pouvoir aborder, parce que, je le disais en prenant un exemple et une anecdote, c'est qu'il y a des Noirs qui ne connaissent pas les discriminations, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la bonne carte bleue, parce qu'ils sont dans les bons milieux. Et donc voilà, et donc moi je parle pas au nom de ces personnes-là, je parle au nom de gens qui notamment habitent dans les quartiers, notamment habitent dans les territoires déstructurés, voilà, qui ont du mal et pour qui la question de l'égalité aujourd'hui c'est une vraie question. Alors, par exemple, est-ce que le Parti Socialiste est
aujourd'hui, il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Parti socialiste a une proposition pour faire rentrer des ouvriers à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de proposition. Il y a normalement dans les textes, on dit souvent il faut qu'il y ait une représentation plus juste, que d'abord, et d'ailleurs ça c'est la spécialité du Parti socialiste, c'est les questions sociales avant tout. Force est de constater qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour plein de raisons. Ça pourrait être long. La première, c'est d'abord militer, notamment dans un contexte comme celui-là. Il faut souvent avoir les moyens. Enfin, faut être aisé pour pouvoir. Enfin, aisé. En tout cas, il faut avoir. On touche à un salaire, par exemple. En Suisse, ils ne sont pas rémunérés, par exemple. Non, ce que je veux dire, non, parce qu'il y a 99, je l'ai dit, il y a 99% de militants et d'élus qui sont quasiment des bénévoles. Hein. Enfin, non, quand je dis aisé, c'est-à-dire, il y a celui qui travaille de 8h du matin à 20h du soir. Quand vous lui demandez d'après d'aller militer et de s'engager, c'est extrêmement compliqué. Et c'est le quotidien quasiment d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain un député socialiste ouvrier? Ben, je l'espère en tout cas. Moi, je milite beaucoup et c'est pour ça que je parle de questions sociales, pour qu'il y ait une juste représentation et que ce soit une dimension sociale et qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait toutes ces catégories de population qui aujourd'hui ne sont pas touchées ou ne peuvent pas accéder aux responsabilités parce qu'on voudrait professionnaliser au point de considérer qu'il faut sortir de Sciences Po, de l'ENA. D'ailleurs, la preuve, moi, je sors ni de ces. C'est aussi ça qu'on m'a reproché, voilà. Ou en tout cas sortir des grandes écoles françaises, avoir un parcours entre guillemets scolaire assez important pour pouvoir avoir des responsabilités en politique, alors qu'en réalité, faire de la politique, c'est pas un métier. Donc vous, votre discours sur la diversité, c'est pas de dire plus de Noirs ou d'Arabes, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que seuls eux peuvent défendre les Noirs et les Arabes. Et c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas la vraie question, parce que moi aujourd'hui, le discours de Ramayad, moi aujourd'hui, sur un certain nombre de questions sociales, il me plaît pas. Enfin, je veux dire, parce que j'ai une fibre de gauche. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire parce que Ramayad est noir, et ben du coup, je m'identifierais autour de Ramayad. Que ça pose un vrai débat et que ça permette de renvoyer un certain nombre de débats de symboles dans la société. Oui, j'en prends acte. Et bien sûr qu'il faut pouvoir avoir des actes symboliques comme ça. Mais il faut surtout se concentrer sur les vrais chantiers, sur les vrais défis de la France, sur le chômage, sur les territoires déstructurés aujourd'hui. La question de la lutte contre l'illettrisme, elle n'est pas de savoir si aujourd'hui on est noir ou on est arabe. La question elle est de savoir si aujourd'hui, si on veut aborder ces questions-là et si on pense qu'aujourd'hui c'est un problème dans cette société. Et quand je dis ça, je suis des fois mal compris parce que on me dit oui mais là tu es en train de nier le phénomène raciste. Non, je suis pas en train de nier le phénomène raciste. C'est-à-dire que je refuse moi de globaliser, de considérer que le mec des Émirats Arabes Unis qui n'est absolument pas victime de racisme quand il vient aux Champs-Élysées, je devrais le mettre dans le même plan que le jeune d'origine maghrébine qui habite en banlieue. Voilà, je le mets pas sur le même plan. Et je peux pas être plus clair là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Alors, bonjour François Durpet. Bonjour. Donc vous venez de participer à ce colloque. Est-ce que vous pouvez résumer le fond de votre intervention? Ce qui est intéressant, c'était de montrer que ce qui avance en France, c'est une sorte de prise de conscience de la question des discriminations comme une question qui est indépendante de la question, par exemple, de l'antiracisme. L'antiracisme, c'est une posture idéologique, la lutte contre la discrimination, quelque chose de concret, et puis de la question sociale. C'est-à-dire que très souvent, notamment dans les partis de gauche, on a dilué la question de la discrimination dans la question sociale. Le terme, c'était le vrai racisme, c'est un racisme social. Et souvent, quand vous pointez du doigt la question des discriminations, eh bien, on vous répond, vous êtes en train de racialiser une question sociale. Or, lorsque vous parlez de discrimination à l'embauche et qu'on vous parle du nombre de boursiers, vous pouvez à l'inverse dire qu'on est en train de socialiser la question du racisme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est l'esprit du texte égalité réelle qui sera présenté samedi à la Convention nationale du Parti socialiste, c'est qu'à la fois on traite la question de la discrimination et la question sociale. En un mot, si vous engagez le contribuable français sur une grande politique sociale pour une école qui soit une école qui amène à plus d'égalité, des logements, une politique de la ville, il faut s'assurer par la suite, et plutôt en amont, que si vous reconstituez l'ascenseur social, vous ayez un étage et que cet étage soit ouvert à tous les Français. Alors un autre point qui a été abordé surtout à la fin du colloque, c'est la question de l'histoire. Aujourd'hui, bien sûr, on a des hommes politiques qui nous expliquent techniquement comment faire avancer tel ou tel dossier, mais on a une difficulté à se projeter vers l'avenir. La thématique de la journée, c'était un rêve français.
Il y a beaucoup de jeunes qui naissent en France, qui sont français et qui n'arrivent pas à se projeter dans un rêve français. Même à 25 ans, ils disent je suis sénégalais ou ils disent je suis martiniquais. Ils confondent le pays d'origine de leurs parents et leur propre pays d'origine, le pays où ils sont nés, c'est-à-dire la France. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la question évidemment de l'acceptation de tous, de la délégitimation comme français d'un certain nombre de nos jeunes compatriotes. Notamment les contrôles d'identité. Si vous êtes 8 fois plus contrôlé dans la journée qu'un autre Français, vous pouvez vous dire que vous êtes 8 fois moins Français. Et puis la question de l'histoire, c'est-à-dire que si dans les manuels scolaires, vous êtes de parents vietnamiens et vous êtes français, mais que vous apprenez que Dien Bien Phu est une défaite, vous avez du mal à vous identifier en France. Vous êtes, comment il faudrait faire alors oui, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. On a une histoire qui est complexe, l'histoire de France. Mais je vous donne un exemple. 1789, en août 1789, parce que la question c'est quels sont nos ancêtres. Et si on n'a pas d'ancêtres communs, comment on peut se projeter dans l'avenir? Si on n'a pas de passé commun, comment on peut se construire un présent et un avenir commun? La Troisième République avait ses défauts, mais a réussi à créer du collectif. À partir de Basques et de Bretons, elle a dit nos ancêtres sont les Gaulois. Alors aujourd'hui, c'était l'assimilation et aujourd'hui on ne peut pas faire la même chose. Nos ancêtres les Gaulois, quand vous avez dans des classes des enfants dont les parents sont arabes, berbères ou peuls, vous ne pouvez pas dire nos ancêtres les Gaulois. Alors on a fait un choix qui consiste de rien dire du tout. C'est-à-dire qu'on ne dit pas nos ancêtres les Gaulois, hein, c'est faux de... Mais alors non, ça ne se dit plus dans les classes, hein, ça serait caricatural de dire qu'on dit nos ancêtres les Gaulois. C'est logique qu'on parle des Gaulois, c'était nos ancêtres sur le territoire sur lequel on vit. Mais on ne sait plus inventer un passé, parce que finalement l'enseignement de l'histoire, notamment à l'école primaire, c'est ce que le présent retient du passé, et on ne sait plus retenir du passé ce qui fait sens pour l'ensemble d'entre nous. Alors je vous donne un exemple. 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Mais une des premières questions posées aux représentants du peuple français, c'est de dire est-ce que ces droits s'appliquent, par exemple, aux esclaves dans les plantations et dans les colonies? Non, ça ne s'applique pas. Et donc il a fallu attendre 1791, il voulait prolonger la colonisation et l'esclavage. Alors en 1791, les esclaves à Saint-Domingue sont sortis des plantations. Et donc ils ont, par leur résistance, par leur combat, obligé la Convention à Paris à abolir l'esclavage, c'est la première abolition de l'esclavage, et donc ils ont donné corps à l'universel des droits humains qui fondent notre République. Bien, ils sont là, nos ancêtres. Nos ancêtres sont à la fois ceux qui ont posé les principes théoriques des droits, en août, la Déclaration des droits, et ils sont aussi, Noirs de Saint-Domingue, ceux qui ont donné corps, donné vie à ces principes. Nos ancêtres étaient dans les tranchées. Ils étaient à la fois sénégalais, alors ils n'avaient pas choisi d'être là pour défendre la France. Mais les Bretons non plus n'avaient pas choisi d'être là pour défendre la France, ni les Basques, ni les Berrichons. Personne n'avait choisi d'être là, mais ils se sont battus. Nos ancêtres sont ceux qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des moments de notre histoire où vous pouvez dire à la jeunesse d'aujourd'hui, voilà, on a des ancêtres communs. Il y a une polémique sur Napoléon. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce qu'on le fasse devenir optionnel? Ça paraît un peu gros quand même. Pour le remplacer par, si j'ai bien compris, quelque chose de la culture africaine. Oui, alors ça c'est de la caricature. C'est de la caricature, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va enlever des sortes de personnages du panthéon national de tout temps, Jeanne d'Arc, Napoléon, et on va faire rentrer une histoire qui est considérée comme une histoire étrangère à la nôtre. Alors, c'est très caricatural. D'abord, il faut que, pour enseigner Napoléon, que ça ait un sens. Ça a un sens, évidemment que ça a un sens d'enseigner Napoléon, mais qu'est-ce qu'on enseigne de Napoléon ? Qu'est-ce qu'on va enseigner de Napoléon? Il faut tout dire de Napoléon. Il faut dire que c'est celui qui a fait le Code civil, mais il faut aussi parler du rétablissement de l'esclavage. Il faut aussi parler de la défection des Polonais de la Grande Armée quand les Polonais s'engagent dans la Grande Armée et pensent défendre la liberté et les principes de la Révolution. Et qu'en face d'eux, ils ont les Haïtiens qui se battent contre le rétablissement de l'esclavage, ils tournent au Kazakh et ils se disent la liberté, elle est du côté du peuple haïtien. Les principes édictés en août 89, ils sont du côté haïtien. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'avant Waterloo, il y a eu cette défaite de Napoléon à Haïti,
Et là, vous avez des gens qui vont vous dire, oh là là, ça, vous pouvez pas parler de ça parce qu'on peut pas s'intégrer dans un pays s'il n'y a pas... Mais dans un pays, vous n'allez pas raconter que tout a été parfait, tout a été beau, et qu'il y a des pages plus sombres, il y a des pages plus... et en quoi, d'ailleurs, de dire que les Haïtiens se sont battus, c'est quelque chose qui va faire que la France sera moins fière de son passé. Vous savez, quand vous avez déclaré que les hommes naissaient libres et égaux en droit, vous n'avez pas à avoir peur de votre histoire. Vous n'avez pas à vous dire, oh là là, Mais là, très concrètement, si vous voulez faire sens, vous ne pouvez pas exactement avoir le même récit national que sous la Troisième République. L'histoire, elle est réécrite à chaque génération. Et vous savez, ceux qui disent que l'histoire doit être figée, l'histoire... Ce ne sont pas les historiens. Ce sont des gens qui connaissent très mal l'histoire pour penser que... l'histoire, c'est à la fois une science, mais c'est une science humaine. C'est une science humaine. Elle se modifie à chaque fois. C'est-à-dire que... Et puis, exactement, l'histoire que vous enseignez aux enfants, d'ailleurs, c'est pas une transposition didactique de l'enseignement de l'histoire universitaire. Hein, ça veut dire que vous choisissez dans l'histoire les moments qui permettent de créer du sens pour tout le monde. Pourquoi on a exhumé à un moment donné Vercingétorix? Vercingétorix, on l'a laissé vraiment de côté pendant très longtemps, il faisait pas sens. On l'a exhumé parce que ça a eu un sens sous Napoléon III, c'était même pas la Troisième République, hein, c'était sous Napoléon III. Il s'intéressait à César, et puis par ricochet, il s'est intéressé à Vercingétorix. On a commencé à faire des fouilles, etc. Et puis ça a pris sens sous la Troisième République, où on a dû non pas inventer, ces personnages existent, mais on a exhumé Jeanne d'Arc, du Guesclin. Ce sont des choix citoyens. C'est-à-dire qu'on crée, comme le dit Tribala, on fait France à un moment donné pour faire France. Mais pour faire France aujourd'hui, il faut faire différemment. Et il faut donc reconstruire le récit national pour que l'ensemble des citoyens français aujourd'hui se disent, vous savez, si vous ouvrez un manuel scolaire et que dans le manuel scolaire, vous ne vous trouvez pas dans ce manuel scolaire, hein, vous ne visualisez pas que c'est votre histoire, vous vous dites, si cette histoire est étrangère à la mienne, ce pays est étranger. Et je ne suis pas français, alors que vous êtes français. Donc là, la balle, si vous voulez, elle est dans le camp de ceux qui écrivent le récit. Et le fait qu'au 10 mai, qui est une date de la République depuis 10 ans, qui commémore quand même le fait que précisément ces esclaves, qui sont pour certains Français nos ancêtres, et qui symboliquement sont nos ancêtres, vous voyez, Elisabeth Lévy, c'est intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, moi je suis pas d'ancêtre celte, moi mes parents sont d'Europe centrale, mais symboliquement, je veux bien me reconnaître des ancêtres gaulois parce que je veux bien m'intégrer à la France. Alors, et c'était intéressant de dire ça. Alors évidemment, en filigrane, ça voulait dire les Noirs et les Arabes, ils devraient faire la même chose. Alors moi, on peut lui répondre, mais alors, est-ce que symboliquement, vous reconnaissez les ancêtres nègres-marrons, qui sont au moins aussi légitimement français que les autres? Est-ce que vous reconnaissez des ancêtres nègres-marrons, ceux qui se sont battus pour que, précisément, la liberté, là, c'était du concret, hein, c'était pas du papier, c'était on sort des plantations. Et donc, qui participent à l'universel des droits humains. Vous savez que ce qu'il faut faire, aujourd'hui, il y a quelque chose de simple. On parle de désoccidentalisation du monde. Plus qu'une désoccidentalisation du monde, il faudrait faire une désuniversalisation de l'Occident. Ça veut dire quoi, désuniversaliser l'Occident? Ça veut pas dire de dire l'Occident c'est mal, c'est affreux, etc. Pas du tout. C'est de dire l'universel est en tout point du monde. Quand vous dites l'universel est en tout point, ce qui est logique, hein, c'est presque tautologique, que l'universel est partout. Il ne peut pas être dans un lieu, il ne peut pas être particulier, l'universel. Mais si vous dites ça, on vous objecte relativisme des valeurs. On dit, ah ben à ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez, est-ce que vous justifiez l'excision, est-ce que vous justifiez le droit, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça voudrait dire que si vous remettez en cause le fait que l'Europe et l'Occident sont la mesure du bien et du mal, eh bien vous êtes pour le relativisme des valeurs. C'est totalement absurde. C'est eux qui connaissent mal l'histoire. La princesse Nzinga, en Angola, qui était une princesse polyandre, qui avait plein d'hommes, elle a peut-être fait autant pour le droit des femmes que Marie Curie. Ces esclaves jamaïcains qui battent l'armée britannique, Nanny Town, au début du XVIIIe siècle, ils font autant pour les droits humains que les représentants des Français un siècle plus tard, qui posent
que l'homme blanc est libre et égaux en droit, ou que les Américains qui créent aussi All Men are created equal, mais il s'agit de men, c'est-à-dire d'hommes, et pas, c'est un universel quand même qui est masculin là pour le coup. Donc ça veut dire qu'il faut dire à ces gens qui ont peur, là ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer, notre monde s'effondre. Oui, l'Occident a dominé le monde pendant 4 siècles, c'est un fait historique. Mais aujourd'hui, il faut simplement dire ce que disait Jean-Marie Tjibaou. Je partage avec les Français la part d'universel de la culture française. Est-ce que le Français partage avec moi la part d'universel de la culture mélanésienne ? Alors, deux dernières questions. Donc, sur les questions d'histoire et des manuels scolaires, je pense qu'il y a quand même débat. Est-ce que vous seriez ouvert à un débat avec l'historien là, qui a lancé une pétition pour que, justement, lui dit que Napoléon est devenu optionnel, etc. Nous, on peut organiser ce débat pour vous. Bien sûr. Mais le débat, alors si on ne peut plus débattre en France, parce qu'il y a eu peu de démocratie républicaine, on peut tout à fait débattre. C'était dans Respect Mag. Oui. Vous avez fait un débat avec Kémy Séba. Oui, tout à fait. Voilà. On m'en rappelle bien. Alors lui il dit que ses propos ont été déformés, vous je sais pas, en tout cas vous déclariez que le métissage est une idéologie raciste, parce qu'elle présupposait qu'il y avait des races. Ah oui, alors le métissage, alors ça me permet de préciser, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors métissage, il y a un paradoxe. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous vous souvenez le moment où Éric Zemmour, sur un plateau télé, a dit à Rokhaya Diallo, il y a des races, d'ailleurs vous êtes de race noire, je suis de race blanche, et la preuve qu'il y a des races, c'est qu'on dit bien qu'il y a des métis. Alors moi je prends l'opposition, non, complètement inverse. Je suis pour le coup un peu d'accord avec lui, mais de manière complètement inverse. Je lui dis, mais non, il n'y a pas de métis parce qu'il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race humaine. Il n'y a pas de métis pour vous, d'accord. Mais il n'y a pas de métis parce qu'il n'y a pas de race. Ouais. Il ne peut pas y avoir... on joue sur les mots. Hein. Si métis, si métis veut dire moitié de race pure, il n'y a pas de métis. Ça n'existe. Il y a de la mixité, il y a de la créolisation, il y a du mélange, il y a tout ce qu'on veut. Mais si vous voulez, si dans la tête des gens, noir c'est une race, blanc c'est une race et métis c'est une demi, c'est un moitié de race, ça c'est faux. Et ça, dire que c'est une idéologie raciste, et je sais pas si je le dis comme ça, je pense pas. C'est en tout cas, c'est en tout cas cette idée-là que c'est quelque chose qui est créé. Oui, allez-y. Oui. À l'heure actuelle, ni en France ni aux États-Unis, la société n'a traqué les mentalités colonialistes, ni surtout interrogé les rapports de domination issus de la colonisation, afin de les dépasser et d'aller vers un schéma post-racial. Elle fait plutôt la part belle à la mythologie des métissages, qui est aussi une idéologie raciste, puisqu'elle part du principe qu'il existe bel et bien des races. Oui, alors je dis même la mythologie du métissage est une idéologie raciste. Je dis pas que le métissage, mais la mythologie du métissage, qui n'est pas tout à fait la même chose. On parle de métissage aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ah mais j'assume complètement ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez... parler de métissage ni de métis. Alors, je vous dis quelque chose. Quand chante « Je suis métis », il a tort selon vous. Je vais vous dire, non, il n'y a pas des questions d'avoir tort. Moi, alors, d'abord, il y a un conseil de lecture. Magnifique ouvrage de Roger Thompson, professeur à l'université Antilles-Guyane. Roger Thompson écrit un livre qui s'appelle « La mythologie du métissage ». Et dans ce livre, qui est très césarien, il explique précisément qu'on est dans des sociétés avec une mythologie du métissage. Et dans cette mythologie, c'est-à-dire que c'est formidable, le métissage est extraordinaire, etc. Mais en même temps, il y a pas de baisse des discriminations racistes. Donc vous pouvez imaginer que au deuxième tour, quand Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour, Yannick Noah était déjà dans les 3 personnalités les plus aimées des Français. Enfin, vous pouvez avoir... la société brésilienne est une société où il y a une mythologie très très forte du métissage. Il y a certaines régions du Brésil où vous avez encore l'esclavage. La Réunion, que je connais un petit peu, est une île où il y a cette mythologie du métissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à la Réunion. Donc ça veut dire simplement que, je dis pas que il faut traquer le mot métis et que c'est abominable de dire métis. Je vois bien quand même que le mot métis, c'est quelque chose... Mag, qui était bien sûr dans lequel vous faisiez ces déclarations. Mais j'utilise même le terme. Mais j'utilise même, ça m'est même arrivé. Mais oui, alors nous on a utilisé le terme de république multiculturelle et post-raciale dans l'ouvrage. Moi j'essaie d'éviter le terme de métissage, et je préfère le terme de mixité, de créolisation, parce qu'il y a justement ce risque métis de se dire c'est moitié de 2 races pures, il n'y a pas de race, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de race humaine, comme tous les généticiens pensent qu'il n'y a pas de race humaine. Pour une raison simple. Il y a une race humaine. Alors, il y a 2 solutions. Soit on dit il y a une race humaine,
Soit on dit il y a autant de races que d'humains. Hein, parce que c'est-à-dire que soit on dit on a un patrimoine génétique qui est... Alors, mais oui, mais précisément, il faut peut-être le dire, parce que moi je veux répondre pédagogiquement. Vous savez, dans une émission de télé il y a peu de temps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de race. Bon. Et j'ai reçu des mails à n'en plus finir, notamment j'ai vu qu'à Français de souche, un site, un blog, etc. Français de souche, voilà, il s'emportait un petit peu contre moi. Donc moi je réponds de manière pédagogique, parce que je me dis qu'il y a des gens qui sincèrement pensent que les races existent. Donc je dis les choses. Les races, elles ont été construites à un certain moment. On a dit, voilà, il y a des races humaines parce qu'il y a des patrimoines génétiques différents, et il y a, mettons, 4 races, rouge, jaune, blanche et noire. Mais il y a quelque chose, c'est que pour qu'il y ait race, il faut qu'il y ait constance des morphotypes. Or, ça n'existe pas. À yeux bridés correspond peau blanche quand vous êtes plutôt en Chine et âne, peau plus foncée quand vous êtes plutôt au Cambodge, à je sais pas, cheveux, peau noire, peau marron, peau plus foncée correspond cheveux crépus quand vous êtes je sais pas en Éthiopie, ou cheveux plus lisses quand vous êtes en Indonésie. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, une permanence des propriétés, des caractères génétiques. Donc vous pouvez pas parler de race simplement. Et donc ça veut, si vous voulez que isoler, mais bien sûr, ça veut dire que isoler un caractère phénotypique, c'est-à-dire la couleur de peau, pour le désigner sous le terme de race, c'est-à-dire que jaune, noir, rouge et blanche, ça serait aussi farfelu que de dire on va isoler le facteur de la taille. Donc on va dire qu'il y a la race des grands, on va mettre les Scandinaves, on va mettre je sais pas, les Maasai, et puis la race des petits avec les Pygmées, les Mayas, enfin ce que vous voulez. Moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez faire des races, faites des races à partir de l'intérieur de nous, c'est-à-dire des groupes sanguins. Au moins, vous nous sauvez la vie. Faites la race A, la race B, la race O, la race AB. Alors, au moins, on est sûr de se sauver. On ne peut pas transmettre du sang qui n'est pas du même groupe. Du même groupe. Et vous savez que c'est quelque chose de très sérieux, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tellement une idéologie raciale aux États-Unis que les poches de plasma étaient séparées non pas en groupes sanguins, mais en blanc et noir. Et heureusement, vous avez un médecin entre guillemets noir qui s'appelle Charles Drew, qui a caché les poches de sang pour sauver les gens, et qui ont transfusé des blancs avec du sang dit noir, ce qui était complètement absurde. Lui, il savait bien qu'il n'y avait pas de race. Et voilà, c'est juste ça. Alors pourquoi les gens ont besoin de s'attacher? Alors ce que j'avais dit, qui avait été aussi considéré comme extrêmement choquant, c'est que j'ai dit que le racisme, et c'est pour ça que j'ai dit dans les yeux à Éric Zemmour, vous êtes raciste. J'attends qu'il me fasse un procès. Lui qu'on fait des procès aujourd'hui. Oui, voilà, mais il peut me faire un procès, parce que je lui dis vous êtes raciste, et je lui dis vous êtes raciste parce que vous établissez qu'il y a des races. Et le racisme ne commence pas à la hiérarchisation des races, il commence à l'établissement qu'il y a des races. Bon, et là d'ailleurs, je fais pas ça pour le plaisir qu'il y ait un procès, mais pour qu'il y ait un débat. C'est intéressant qu'il y ait un débat. Est-ce que le racisme c'est la hiérarchisation des races, ou est-ce que le racisme c'est de poser, d'établir, Rokhaya, vous êtes de race noire, moi je suis de race blanche. Eh bien, les généticiens et moi estimons qu'il n'y a pas de race, et que le racisme commence à l'établissement de races. D'ailleurs, vous savez que dans l'histoire, les gens qui établissent qu'il y a des races ne s'arrêtent jamais là. Ils ne s'arrêtent jamais là. Et il y a un projet derrière. Ils établissent jamais. Est-ce que vous soutenez la judiciarisation du débat? Ça, c'est quelque chose, nous, on est contre ça. Non. Si vous voulez, l'idée n'est pas de souhaiter que tout le monde se fasse des procès les uns envers les autres. D'ailleurs, je préfère que s'ils voient la petite vidéo avec Zemmour, on fasse un débat. Hein. C'est beaucoup plus sain dans une démocratie, dans une république, de faire un débat et de dire de se dire où commence le racisme. Donc voilà, le racisme, est-ce qu'il commence à la hiérarchisation, est-ce qu'il commence à l'établissement qu'il y a des races, d'accord? Mais c'est un débat qui mérite d'être tranché, et d'être tranché devant parce que vous remarquez que le mot race continue à exister. Il existe dans la Constitution, dans les droits de l'homme de 48. Vous avez en quelle que soit la race. Donc ça veut dire qu'on utilise sans distinction de race. Sans distinction de race. Alors après, Constitution de 58. Alors après, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la race comme génétique, qui n'existe pas, et il y a la race comme réalité sociologique. Quand Césaire dit race, ou quand les hispaniques disent la razza, bon, ils ne parlent pas de famille génétique.
hein, eux parlent de quelque chose précisément face au racisme. Hein, c'est-à-dire l'appropriation de quelque chose face au racisme. Donc c'est vrai que c'est des choses complexes qui méritent plus qu'un procès, un vrai débat à la fois entre intellectuels, mais un vrai débat de société entre les gens. Et je me sens pas, mais bien sûr, mais je me sens pas choqué. Bon, évidemment que vous imaginez bien que dans les mails que je reçois ou dans les choses, il n'y a pas que des choses très gentilles. Ils me disent pas juste vous êtes un bisounours parce que vous pensez, donc il y a quelques insultes. Mais bon, si on met les insultes de côté, je pense que les gens qui ont envie de m'insulter, c'est que derrière, ils estiment réellement qu'ils ont raison et que j'ai tort. Et ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de débat, justement. Mais bien sûr, parce que comment vous voulez déraciner le fait qu'il y a des races, alors que ça s'est enraciné pendant des siècles. Pendant des siècles, pas pendant 10 siècles, hein, ça a commencé progressivement avec le 16e, 17e siècle, c'est-à-dire sans qu'on parle là du mot race, hein, mais simplement parce qu'on justifiait l'esclavage, il fallait subhumaniser les gens qu'on réduisait en esclavage, et puis après ça s'est défini de manière... Exactement, oui. Et ça s'est ensuite, au 19e siècle, vous parlez de la Vénus hottentote, au 19e siècle, les anthropologues racistes qui ont défini la race, etc. Mais vous voyez que d'ailleurs ces anthropologues, c'est très paradoxal leur travail, parce que à longueur de page, ils établissent la diversité humaine. Ils disent on a mesuré les bras, on a mesuré les crânes, on a mesuré les yeux sont écartés de telle manière. Donc en fait, ils font une sorte ils étudient les humains comme des papillons, et finalement, leurs travaux devraient mener à quoi? Devraient mener à l'idée que la nature crée de la diversité. Et après des pages et des pages qui sont parfois intéressantes, etc., de travaux absolument insensés ils établissent qu'il y a 4 races humaines. C'est-à-dire qu'ils ramènent à une homogénéité en fonction d'une couleur, ce qui est complètement farfelu. Et puis derrière, ils disent le noir est vicieux, le noir est fainéant, le noir est embourbé dans la chair, etc. C'est-à-dire le noir est un corps, hein, ce qu'on dit à l'époque de l'esclavage. Est-ce que ce serait raciste, par exemple, de dire qu'il y a un génie noir, par exemple, dans la musique ? Ça dépend, c'est ce que je vous ai dit, tout dépend ce qu'on appelle race. Si race est de génétique, c'est effectivement raciste. Si race, c'est pour dire que c'est quelque chose de culturel et de social, alors non. Si vous dites qu'il y a un génie noir parce que vous... Mais dire qu'il y a un génie noir dans la musique, il me semble que Mozart n'était pas noir, c'est quand même assez étonnant. Je pense que il y a, bien sûr, de dire, moi l'historien, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir, l'historien, que les peuples noirs écrasent la musique du XXe siècle. Vous pouvez dire qu'il y a un génie noir en musique, alors que Vivaldi, Bach, Mozart sont des blancs. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des formes musicales, que la musique évolue, et que la musique au XXe siècle devient une musique populaire, et devient une musique, et que dans ce cadre-là, pas n'importe quelle musique noire, mais la musique des esclaves à l'origine, vous parlez du blues, vous parlez du jazz, cette musique, on dirait minoritaire aujourd'hui, mais c'est pas la musique dominante américaine, c'est la musique des dominés, la musique des asservis, va conquérir le monde. Et le rock, Chuck Berry, etc. Alors après, les blancs suivent, mais King of Rock, c'est Chuck Berry. Et donc vous avez effectivement là un génie noir dans le sens de la musique. Mais si vous dites les noirs sautent plus haut ou les noirs vont plus vite aux 100 mètres, génétiquement parlant, alors ça, si vous voulez... c'est intéressant. Il y a un seul blanc qui est récemment en plus qui est descendu en dessous des 10 secondes aux 100 mètres. Alors, ça a beaucoup fait parler. Bien sûr. Est-ce que tous les médias qui disaient c'est un blanc, ils étaient racistes du coup Pas du tout. C'est intéressant. Il ramenait ça à la couleur et c'est intéressant de ramener ça à la couleur. Mais on peut parler du 100 mètres. Parce que là aussi c'est un sujet qu'immédiatement il n'y a pas de tabou. Les gens, la plupart des gens, ils se disent 100 mètres. Ils voient que des noirs américains ou des noirs jamaïcains sur 100 mètres. Comment vous voulez qu'ils se disent pas les noirs courent plus vite et c'est génétique? C'est logique, hein, donc il faut en parler, il faut en discuter. Donc, il y a une réalité quand même physique un peu. Alors, non, il n'y a pas de réalité. Enfin, il y a des réalités physiques. Que si vous êtes d'accord. J'ai lu que les muscles, notamment, étaient plus flexibles. Alors, voilà. Alors, il y a une réalité, c'est que la réalité, elle est qui fait quel sport. C'est très très simple. Vous pouvez dépenser des milliers de dollars dans des labos, les nouveaux racismes, ils essaient de prouver scientifiquement ce qu'ils avancent, en essayant de prouver que les Noirs vont moins vite dans une piscine, qu'ils vont plus vite sur 100 mètres. Mais attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettez un Kenyan sur 100 mètres. Est-ce que c'est la couleur qui joue? Il y a une différence. Vous me dites, est-ce que c'est le physique qui compte? Je dis oui, c'est une physique, c'est le morphotype.
Donc si vous faites 2 mètres et que vous êtes plein de muscles, vous avez plus de chances sur 100 mètres que sur du demi-fond, que sur du fond. Mais pourquoi les Kenyans gagnent sur 3000 et les Éthiopiens sur 5000? Il y a une différence génétique entre les Éthiopiens et les Kenyans sur 3000 et sur 5000? Non! Les Kenyans ont commencé à gagner sur 3000 et au Kenya, vous courez toute la journée pour gagner des 3000. Les Éthiopiens, vous courez toute la journée pour gagner des 5000. Vous alignez sur ces courses-là. Les Jamaïcains, c'est culturel. Les Jamaïcains, j'ai même lu un article disant il y a un gène de sprint aux Antilles. Ce qui est quand même extraordinaire, puisque les Antilles, c'est vraiment le lieu où vous avez une telle créolisation que parler de génétique aux Antilles, alors vous avez des populations noires, amérindiennes, européennes, etc. Mais enfin, quand toute l'année, d'abord, regardez la structuration des clubs d'athlétisme aux Antilles. D'ailleurs, pourquoi dans certaines Antilles et pas plutôt dans telle autre? Pourquoi le sprint, parfois antillais, français, s'en sort moins bien certaines années? Tout ça est une dimension qui est culturelle. Évidemment que si vous courez toute l'année sous le soleil, vous avez plus de chances que si vous vous entraînez 2 heures par jour parce que les conditions climatiques font que... Mais regardez, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça vole en éclats, ça c'est en train de voler en éclats. Très longtemps, on a dit, oh là là, regardez, par exemple, l'escrime. L'escrime, ça nécessite, je sais pas, une adresse qui est peut-être un talent blanc, etc. Et aujourd'hui, vous avez l'équipe d'escrime afro-américaine, parce qu'il y a un Afro-Américain qui a gagné, tous les petits Afro-Américains se sont dit ah bon, c'est pas un sport de blanc ça, on peut faire de ce sport, et tout d'un coup ils se sont dit ah, c'est très très l'effet mimétique. Et en France pareil, vous avez Laura Flessel. Et tout d'un coup, tous les petits Guadeloupéens et Martiniquais qui se disent on va faire de l'athlétisme, et derrière Laura Flessel, vous avez tous les champions du monde que vous connaissez maintenant, les champions d'Europe de l'équipe de France d'athlétisme. Le tennis, jusqu'à Arthur Ashe, c'est des propriétés, faut être blanc pour être bon au tennis. Et là, vous voyez bien que Yannick Noah se disait mais Arthur Ashe, il se dit mais attends, c'est possible. Yes we can, c'est possible. Un noir peut être, etc. Ça veut dire que oui, en sport, ça serait complètement absurde de dire qu'en sport, il n'y a pas de propriété physique. Mais et c'est pas en relation avec la couleur. Et puis c'est pas surtout en relation avec la couleur. C'est-à-dire que si vous êtes, pour dire faire simple, vous avez le même morphotype. Si vous êtes blanc aux États-Unis culturellement, vous faites du football américain. Si vous êtes noir, vous faites du 100 mètres. Bon, il est logique ou du foot. Donc vous voyez donc que il est logique que etc. Mais quand vous voyez un petit noir voit à la télé un noir qui est champion de, ça existe peut-être pas encore, je connais pas suffisamment ce sport, sur glace, là, le sport de hockey sur glace, et bien tout d'un coup on va avoir une équipe américaine avec des noirs américains, alors qu'on s'est dit mais dans les noirs sur hockey sur glace, c'est même une blague aux États-Unis que le hockey sur glace c'est pas un sport de noirs, voilà parce qu'il y a, en plus c'est rigolo parce que il y a pas de glace, on se dit les noirs et la glace, etc. Ça fait bien rigoler, mais pourquoi pas? C'est une question culturelle, encore une fois. Simplement, mais regardez, je vais prendre un exemple sur le 100 mètres, on va y revenir. Sur le 100 mètres, puis après on s'arrête là. Mais regardez, jusqu'à 1936, on disait les Noirs sont inférieurs, parce que regardez, sur 100 mètres, c'est que des Blancs. Hitler voulait prouver quoi en 1936? Il voulait prouver que la race aryenne était supérieure, et Jesse Owens gagne le 100 mètres. Et maintenant, les racistes, ils sont très très malins. Donc ils disaient, vous voyez, il n'y a pas de noirs sur 100 mètres, donc ils sont inférieurs. Maintenant, il n'y a que des noirs sur 100 mètres, donc ils sont inférieurs. En pensée, ils courent plus vite. Vous savez, les racistes, ils sont malins, ils sont futés. Mais la réalité de la vie, c'est, la nature, c'est de la diversité. Et après, c'est le regard qui homogénéise. Et là, merci à Christophe Lemaître, merci à Christophe Lemaître de gagner sur 100 mètres. Merci à Mariam Metella de gagner en natation et d'avoir été championne de France, et donc d'avoir ruiné des labos américains qui dépensent de l'argent pour prouver que les Noirs sont pas capables de nager, que les Noirs sont pas capables, mais qu'en revanche ils sont capables de courir. Tout ça est une supercherie intellectuelle, c'est pas du tout scientifique, mais en revanche, évidemment, ça nécessite qu'on en parle pour déconstruire nos imaginaires. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, François Dupont. Merci. Alors bonjour Monsieur Turmont. Bonjour. Alors est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation de ce colloque? Tout à fait. Vous savez, en temps hivernal, il n'est pas toujours évident de mobiliser, mais le thème comment faire exister un rêve français-européen en situation de précarité en soi est important et révélateur de la situation du contexte actuel. Alors qu'est-ce que vous retenez justement de ce qui a été dit? En fait, nous avons essayé d'articuler, si vous voulez, plusieurs temps. Il y a eu le temps associatif,
le temps des sociologues, et ensuite nous avons eu le temps des politiques. Donc il y a eu le temps institutionnel. Et tous ces temps pour voir quelle corrélation il pouvait exister entre ces différents acteurs pour tirer vers le haut des personnes qui rencontrent des situations de précarité. Et quand on dit précarité, vous comprenez, ce n'est pas une précarité liée à la peau, à la couleur de la peau. C'est une précarité avec une entrée thématique souvent quartier. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est dans les quartiers, ce qu'on appelle politique, les quartiers dits politiques de la ville, on rencontre des précarités transversales. C'est des précarités qui vont du fait qu'on ne connaît pas la langue, au fait qu'on a des difficultés à aller vers les dispositifs de droit commun qui vous accompagnent dans l'insertion socio-professionnelle. Et on a pu mettre ensemble ces différents acteurs, chacun disant de quelle manière il réussit à tirer son public vers le haut pour que le rêve devienne réalité. Très bien. Et dernière question peut-être, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est que tout ce qui est dit ici est très constructif. C'est-à-dire qu'on veut pas, on n'est pas dans le rejet de l'autre, on n'est pas dans le communautarisme. Est-ce que finalement ce genre d'initiative n'est pas plus constructif que d'autres initiatives comme le CRAN par exemple, ou qui va rassembler des gens sur leur couleur, hein, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je voudrais dire que, si vous voulez, il y a la place pour tout le monde. Moi, je pense que l'existence du CRAN est liée au fait que les personnes, justement, qui s'identifient par la couleur de leur peau ne se sentent pas représentées ou représentatifs. C'est ça qui a fait que le CRAN émerge, que le CRAN naisse. Faut-il alors dire que le CRAN n'a pas sa place ou est communautarisé ou communautariste? Ça dépend des lectures qu'on en fait. Quelle utilisation le CRAN fait de cet outil qu'il a mis en place? Si c'est un outil pour s'enfermer, alors je dis non. Mais si c'est un outil de plaidoyer pour baiser, je dis que ça peut être important qu'on puisse, dès qu'on regarde ce public particulier, qu'on puisse dire, voilà, il revendique des choses qui peuvent être légitimes finalement. Que dit le CRAN dans tous les discours qu'il tient? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le CRAN est appelé par les médias? Pourquoi est-ce que le CRAN est devenu l'interlocuteur de l'État? Pourquoi est-ce que soit il est instrumentalisé, soit on a reconnu qu'il avait une place, justement, une voix qu'il pouvait porter dans des problématiques qui étaient ignorées. Donc à ce titre, moi je dis, nous on a notre place parce que quand on dit Marianne et moi, quand nous, notre association c'est Afrique et Nouvelles Interdépendances. Donc par le nom même de notre association, nous rendons compte des interdépendances culturelles, des interdépendances économiques. Quand on regarde l'équipe nationale de France, c'est encore des interdépendances parce que je dis l'équipe nationale de football. C'est les interdépendances. Il y a, Georges Frêche, père son âme, avait à un moment mis en avant le fait que cette équipe avait beaucoup de personnes de couleur, mais trop de noirs. C'est révélateur du fait qu'aujourd'hui, il y a les interdépendances. Quand on a quitté son pays pour venir rejoindre la France, quels outils on a? Qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre ce pays? En reconnaissant qu'il y a des difficultés, comment on surfe pour que les difficultés ne soient pas en tout? Comment est-ce qu'on va vers les dispositifs? Comment on s'approprie les espaces? Moi, je crois que c'est un travail qui doit être un travail permanent. Ça doit être un dispositif qui est là, qui participe à la construction de ce travail d'équipe qui doit être mené. Ça, c'est un avis, c'est l'avis du président de l'association que je suis, d'Afrique Nouvelle Interdépendance, et Marianne et moi. Marianne comme la République et moi, l'individu. Et donc les deux ensemble, chacun concourant justement à porter cette identité, pas la fameuse identité nationale, cette identité pays, corps, vers un accomplissement de l'individu. Alors, dernière question, donc vous citez Georges Frêche, donc il avait eu ces phrases plutôt malheureuses. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que ça se rejoint pas des discours qui disent il faut plus de Noirs et d'Arabes? Je ne sais pas si on les a entendus, parce que je suis arrivé un peu en retard, hein, mais est-ce que quand on dit il faut plus de Noirs et d'Arabes, par exemple à l'Assemblée nationale ou dans les médias, finalement ça veut dire qu'il y aurait trop de Blancs, par exemple. Donc est-ce que avec des bons sentiments, on n'en arrive pas au même constat? Non, mais je crois qu'il y a un contexte, il y a des problématiques. Vous savez, la France change. Ça se voit quand vous promenez à Paris.
C'est vrai qu'il y a la France rurale, celle qui a peur, qui peut avoir peur des étrangers, pour que je corrige. Il y a cette France où on ne voit pas encore des immigrés d'origine maghrébine ou d'origine africaine, mais qui a peur parce qu'elle regarde plein de discours, elle regarde la télévision et tout ça. Mais le contexte est tel qu'il peut être important aujourd'hui qu'il y ait une forme de représentation, c'est-à-dire on ne parle pas de quotas, on ne parle pas de communautariser la société française, mais il y a un réel intérêt à ce qu'il y ait une représentativité. C'est-à-dire, moi, ma fille qui est métisse ou qui est noire, quand elle voit son représentant à la télévision noir, elle se dit, elle ne va pas se reconnaître à la personne par la peau, par la couleur de la peau, mais elle va se dire, mais tiens, s'il est là, c'est que je peux être là. Donc ça dépend de quelle utilisation. Symbolique. Voilà. Non, symbolique. Quand on dit symbolique, ça rejoint le gadget. Non, on peut être d'origine immigrée, autre, mais être efficace. Ça peut être fort aussi. Voilà, donc c'est ça qu'il ne faut pas. Parce que le truc, c'est si vous voulez, nous travaillons assez que progressivement, parce qu'il faut l'admettre. Ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts, parce que comme l'a dit pendant la table, on a reconnu que le pouvoir, quand on l'a, on ne peut pas le lâcher. Oui, on ne peut pas le lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Quel travail citoyen est fait pour que les personnes d'origine immigrée ou les personnes tout simplement précaires, parce qu'il ne faut pas réduire tout à la précarité, c'est finalement le blanc qui habite le quartier, qui n'aime pas, qui finalement, parce qu'il vit dans un quartier envahi, entre guillemets, par les Noirs, et les Arabes ne se reconnaît plus, ne s'identifie plus, n'est plus à l'aise, parce que dans la précarité, il estime que sa précarité doit être mieux prise en compte que celle... Voilà, au moins autant. Donc tout ça fait que, si vous voulez, il y a un travail qui doit être fait, même pour ces personnes, pour qu'elles comprennent que finalement, elles peuvent, elles aussi, s'emparer de cette place dans la société. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.